Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h04, merci de votre fidélité. Toujours avec nous, Thierry Guerrier, Christine Bouillot, Yves de Cardrel. Vos appels, comme tous les matins, au 0826 300 300. Et avec nous, un invité. Y a-t-il une remise en cause des méthodes de police? Ce matin, Mathieu Vallet est avec nous, commissaire et secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Oui, bonjour. Mathieu Vallet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ces derniers mois, la police est de plus en plus remise en cause en raison de violences commises, parfois peut-être sans raison apparente, où il y a sans doute des raisons derrière, mais sur des manifestants et des civils. Quel est votre avis sur le sujet? Alors qu'on a appris, en plus, je le disais là tout à l'heure, et on l'a vu dans le flash, que les 4 policiers ont été mis en examen dans l'affaire Zecler et 2 en détention provisoire. Ouais, c'est une décision qui est lourde. Bon, les faits qui sont reprochés à nos collègues sont assez graves, effectivement. Après, on n'a pas la chance, nous, quand nos collègues sont blessés parfois ou qui subissent l'exaction très violente, comme ça a été le cas ce week-end, que des décisions si fortes soient prises. Donc c'est vrai que les policiers, aujourd'hui, sont assez sous le choc parce qu'effectivement, il y a 2 policiers sur 4 qui sont actuellement en prison durant cette détention provisoire qui suivra l'instruction. Et encore une fois, même titre que tous les citoyens, la présomption d'innocence s'applique. Il y a un juge d'instruction qui va enquêter et ce sera lui qui dira si les policiers doivent être envoyés devant une juridiction, que ce soit une cour d'assises ou un tribunal correctionnel, puisque les faits reprochés sont de nature criminelle. Et on attend de voir ce que la justice décidera, parce que je crois en la justice de mon pays. Oui, c'est ça, mais il y a un sentiment, avec de telles images et puis avec de tels faits, ça crée un sentiment de défiance à l'égard de la police, non? Non, mais c'est vrai que les gens s'interrogent lorsqu'ils voient ces images. Ils se demandent comment des policiers peuvent arriver à ce que la situation de police dérape. Maintenant, effectivement, il y a eu des images inacceptables. Pour autant, il ne faut pas que ça occulte la difficulté du métier de policier. Ouais. Encore ce week-end, vous avez vu sur les dispositifs samedi, 98 blessés sur tout le territoire. C'est du quasiment jamais vu sur les manifestations depuis la fin des Gilets jaunes, entre guillemets, depuis le début du confinement. Oui. Est-ce que, Mathieu Vallet, la police doit essayer de remettre en cause ces pratiques, la façon dont elle travaille? Mais on le fait en permanence. Oui. Et de toute façon, là où il y a un gros sujet, c'est la formation initiale des policiers. Vous savez que actuellement, les formations des gardiens de la paix, des officiers, des commissaires ne cessent de changer. Il faut qu'on arrête un schéma de formation unique dans lequel on met en avant l'apprentissage des techniques d'intervention. Parce que même si on fait toutes les meilleures formations du monde, ça n'empêchera peut-être pas des difficultés ou des erreurs policières. En revanche, au mieux on entraîne, au mieux on sera paré aux situations difficiles. Qu'est-ce qui manque en fait aujourd'hui dans la formation, Mathieu Vallet, alors des policiers? Si vous voulez, la formation est encore trop théorique. Alors chez les gardiens de la paix, ils ont beaucoup de sport, ils ont beaucoup de self-défense, ils ont beaucoup de mise en situation, mais chez les officiers et les commissaires, je suis bien placé pour en parler. On n'a que trop peu de cours sur la mise en simulation, même s'il y en a. Et je vous dis, les maîtrises de l'armement intermédiaire, vous savez, les bâtons télescopiques, puisqu'il en a été question dans l'affaire de M. Zecler, les tonfals, les tasers, tout ça, c'est des armes qui doivent être parfaitement maîtrisées. Et actuellement, on n'est pas habilité en école pour les utiliser. Et surtout, la self-défense et la mise en situation, il faut que l'encadrement, il faut que les commissaires et les officiers soient plus entraînés, soient plus formés en mise en situation pour faire face aux difficultés. Et quelque chose qui est très important, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'il y ait de plus en plus de hiérarchie sur le terrain pour encadrer les collègues, parce que une situation qui est absurde, c'est qu'on a des policiers, donc des commissaires et des officiers qui sont souvent sous un régime hebdomadaire, alors que les policiers sont sur un régime cyclique, donc déjà le temps de travail n'est pas le même si on a des commissaires et des officiers sur le terrain, c'est encore trop peu. Et puis vous savez, les tâches administratives, les réunions, les tâches indues, tout ça, ça prend du temps et ça permet pas à la hiérarchie d'être aussi souvent sur le terrain qu'elle le voudrait. Ouais. Et puis alors, dernière question peut-être, ils disent, alors qu'on les croit ou pas, mais qu'ils ont eu peur. Et donc, du coup, ils se sont mis à paniquer, etc. Il y a de la peur chez les policiers quand ils interviennent? Ah mais aujourd'hui, vous savez, quand on va maintenant encadrer une manifestation, le policier normalement ne devrait pas avoir peur. Il devrait se dire qu'il va protéger ses citoyens, il va permettre aux citoyens de s'exprimer et d'assurer la liberté d'expression et de manifester. Mais quand vous voyez samedi qu'on a un policier qui a été lynché, tabassé au sol, que vous avez une commissaire de police qui a été grièvement blessée, à avoir l'avant-bras gauche cassé, déplacé, opéré hier, c'est normal. Aujourd'hui, le policier, quand il va prendre son travail, que ce soit dans les manifestations ou dans les interventions du quotidien, il ne sait pas si d'abord il va rentrer en vie, et si
ou s'il va rentrer en vie, s'il va rentrer avec des ecchymoses, des blessures. Et vous savez, c'est toujours très marquant et choquant lorsqu'on rentre à la maison et que la policière ou le policier voit son enfant et l'enfant dit comment ça se fait que tu as des bleus ou des ecchymoses, papa, lorsque les blessures, au moment, lorsque les blessures sont à minima légères. Ouais. Merci Mathieu Vallet pour votre témoignage, commissaire et secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci à vous. Oui, merci. Thierry Guerrier, Yves de Cardrel et puis Christine Bouillot, quand on entend le témoignage de ce commissaire, on se dit évidemment que Gérald Darmanin, qui est leur chef, doit en fait s'expliquer, doit montrer aussi de l'autorité, et qu'aujourd'hui, c'est tout ça qui est remis un petit peu en cause, quoi, non? Son autorité à lui et celle du Premier ministre, en fait, car derrière Gérald Darmanin, il y a celle de Jean Castex, qui dépendra beaucoup de la capacité de son jeune ministre, aujourd'hui, à se sortir de l'ornière, notamment dans son audition devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale, et puis dans les jours qui viennent, au Sénat, quand la loi sécurité globale va y venir. Car pour l'instant, la difficulté pour le gouvernement, c'est qu'il ne peut rien faire. S'il respecte, et il respecte la loi, évidemment, les règles, eh bien, il ne peut pas retirer son article 24. Il a été voté. Le texte a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il y a donc le travail au Sénat. Et donc, c'est très complexe pour lui. Pour Gérald Darmanin, aujourd'hui, très affaibli à cause de la façon dont ils ont géré l'affaire de l'article 24 et de sa réécriture, évidemment, il faut qu'il démontre qu'il n'est pas dans l'à peu près, qu'il n'est pas dans le bombage de torse permanent, un peu à la Sarkozy 2005-2007. Christine Bouillot. Christine, oui. Oui, alors ce qui est terrible avec l'affaire Zecler, c'est qu'il y a les images, mais il y a aussi, et ce qui a beaucoup choqué également, ce sont les faux en écriture qu'ont pu faire les policiers. Et je pense que ce que disait notre invité il y a un instant, c'est que les rapports police-population, enfin force de l'ordre, se sont tendus et depuis quelques années, et que quand on rédige un rapport, c'est vrai que pour le citoyen, cette parole-là, je pense qu'elle est aussi désastreuse. Ces faux rapports qui ont été émis, d'ailleurs, c'est ce que dit le procureur de Paris. Donc, il y a véritablement là un enjeu crucial, c'est de retendre les liens avec une autorité de sécurité. Et moi, là où je trouve qu'on est sur une pente très glissante et très dangereuse, c'est que dès samedi, où il y a une première manifestation, il y a quand même un demi-million de personnes qui sont descendues dans la rue en pleine crise sanitaire. Oui, un demi-million. On ne sait pas combien précisément. 500 000. 200 000, 500 000 selon, évidemment. Enfin, c'est comme d'habitude. Il y avait du monde quand même, Patrick. Il y avait du monde dans les rues pour un samedi après-midi. On voit ce que ça a donné. Il y avait du monde dans beaucoup de villes. Il n'y avait pas qu'à Paris ou les grandes villes. Il y avait du monde partout. Donc je veux dire, c'est que ça doit effectivement interpeller. Mais au-delà du chiffre, et on peut chipoter à chaque fois sur les chiffres, y compris quand c'est la réforme des retraites. Mais là, au-delà du chiffre, c'est que ça se termine toujours mal. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun rassemblement, plus aucune manifestation qui ne se termine. Là, par exemple, aujourd'hui, la préfète de Gironde doit faire un point parce que aussi dans des rues de Bordeaux qui sont des villes considérées comme tranquilles, aujourd'hui, tout se termine dans la violence. Donc, il n'y a plus que ça aujourd'hui qui domine et qui est pourri la société, qui pourrit le débat public et notamment celui de la formation des policiers. Voilà. Non, mais ça, c'est vrai. Et qui est venu perturber, tiens, on va faire la transition en quelques minutes, qui est venu perturber aussi dans beaucoup de villes la réouverture des petits commerces non essentiels. Il y a des gens qui ne sont pas sortis aussi parce qu'ils craignaient un peu ces manifestations, Yves de Cardrel, quoi. Et du coup, c'est un premier week-end de mise en route. Je ne sais pas si on aura des chiffres, mais pour l'économie et ses commerces, qui est moyen, quoi. Oui, alors que ce premier week-end avait été justement anticipé, puisque les commerces ne devaient pas rouvrir avant le 1er décembre, et ils ont rouvert parce que Bruno Le Maire a forcé un petit peu la main du Premier ministre et du Président de la République avec cette histoire de Black Friday, vous en souvenez. Et malheureusement, ça a été pour certains commerçants qui étaient situés sur les parcours de ces manifestations, ça a été un petit peu raté. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, d'autant plus que ce sont les mêmes commerçants qui ont souffert des gilets jaunes, qui ont souffert l'année dernière
des manifestations contre les retraites. Donc ça fait 3 ans de suite. Ouais. C'est quand même un petit peu dur. Bon, vous n'êtes pas allé faire vos achats de Noël, quoi, si je vous suis, mon cher Yves de Kerdrel, quoi. Hein, pour votre part. Christine, il y avait du monde. Il y avait du monde, mais il y avait beaucoup de gens qui se promenaient. Voilà, oui, c'est ça. Et qui consommaient en fait un petit peu moins, quoi. C'est-à-dire que les 8 mètres carrés, ça limite tout de suite le nombre de gens dans les magasins, et donc il y a forcément des files d'attente, donc il faut s'armer de patience. Je pense que c'est un premier week-end de mise en route, donc je sais pas si c'est significatif. Le feu vert est donné vendredi, les magasins sont prêts le samedi, il y avait des ouvertures le dimanche. Au moins ils étaient ouverts, quoi. Contrairement à beaucoup d'aires de sport qui devaient être ouvertes parce que c'était en plein air et qui ne l'ont pas été parce que évidemment il faut toutes les autorisations. Non mais on marche sur la tête dans ce pays, c'est quand même complètement incroyable. Ça sert à quoi d'ouvrir en fait vendredi si le samedi et le week-end les gens ne peuvent pas les pratiquer? On vous dit ah bah oui mais il faut les autorisations, etc. C'est ce qui s'est passé beaucoup ce week-end, quoi. Hein. Oui, alors c'est un peu incompréhensible, et on voit bien derrière tout ça, c'est que les réglementations. Enfin, si on prend l'exemple du Conseil d'État qui retoque les 30 personnes dans les églises, dans les lieux de culte, et qu'il faut revoir sa copie, pourquoi à ce moment-là on peut pas faire la même chose pour, on va dire, les salles de sport, enfin, je veux dire, c'est que c'est d'un compliqué et c'est d'un illisible aujourd'hui que les gens n'y comprennent plus rien. Vous avez le droit à 20 km aujourd'hui pendant 3 heures. La veille, c'était 1 kilomètre pendant 1 heure. Bon, il faut bien prendre des mesures, il faut bien effectivement embordurer. Mais c'est comme dire, aujourd'hui, ce qui fait sourire tout le monde, on ouvre les stations de ski, mais pas les remontées mécaniques. Donc pourquoi dire qu'on ouvre les stations de ski? Bien sûr qu'elles sont ouvertes, les stations de ski, parce que ce sont des villages. Donc voilà, on joue sur les mots, on est très compliqué. Mais peut-être on pourrait mettre des barrières aussi, les interdire. Est-ce que c'est pas le problème? Je comprends la difficulté de tout ça, mais c'est vrai que pour la lecture du grand public, c'est vrai que ça commence à devenir compliqué, et comme le gouvernement. Mais je sais bien, Thierry, je connais votre question, je connais votre position. Ah bon, si vous savez ce que vous allez dire. Allez-y. Écoutez, moi j'ai entendu les remarques de médecins qui dirigent des services d'urgence et de réanimation des hôpitaux de toute la région, d'Annecy, de Grenoble, de Chambéry. Ils nous expliquent pas à cause des stations de sport d'hiver. Écoutez-moi. Les stations de sport d'hiver étaient fermées. Non mais attendez, écoutez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous rappeler simplement un fait qui est considérable et qui s'impose, et je suis très surpris de voir que le Premier ministre, le ministre de la Santé ne le réexplique pas. Les services de réanimation et d'urgence de toute la région des Alpes, par exemple, n'ont pas les moyens en nombre de lits de réanimation et d'urgence pour pouvoir accueillir à la fois aujourd'hui la gestion de la pandémie et les accidentés éventuels réguliers tous les ans sur les pistes. C'est ça le sujet, c'est tout. Le truc, c'est que on peut laisser les gens aller skier et prendre des risques, et après on pleurera parce qu'ils ne seront pas reçus dans les services d'urgence. C'est un problème de capacité. C'est fondamental. Nous savons bien que cette crise n'est pas un problème de logistique. Oui, d'accord, mais enfin il faut. C'est un problème de logistique, un problème de logistique aussi, par exemple. Très bien, mais alors on va laisser les gens prendre de tels risques. Les saisonniers aussi. Le problème des saisonniers, la façon dont ils sont hébergés dans les stations, on sait que c'est un problème et que ce sont des clusters en puissance aussi. Tout ça, je l'entends très bien. Mais ce que je veux dire, c'est pas tellement le fond, c'est que on voit à quel point c'est. Mais non, mais quand je dis le fond, je vois à quel point c'est. Très bien le drame des. La difficulté d'acceptation, Thierry. Je vous parle d'acceptation aujourd'hui, c'est que le gouvernement se retrouve dans une position où toutes ces décisions sur le plan pandémique, bien sûr que moi aussi je vois très bien ce qui se passe et on discute avec les professionnels de santé des difficultés. C'est vrai dans les Pyrénées aussi. C'est vrai dans les Pyrénées, surtout que l'Espagne va ouvrir ses stations qui sont de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire à 1 kilomètre. Donc tout ça, c'est pas lisible et c'est pas compréhensible, parce que effectivement, il y a un problème de lecture. Vous parliez d'autorité du Premier ministre. On voit très bien. Je vais prendre juste l'exemple du sport que je connais par cœur. C'est que mardi soir, le chef de l'État annonce qu'il va autoriser la pratique sportive, et le vendredi, le Premier ministre qui annonce tout l'inverse. Tout l'inverse. Donc on voit bien que au niveau du commandement, c'est très clair. Et absolument. La clarté dans l'incohérence, c'est pas mal, ça. Merci. C'est une bonne conclusion. Thierry Guerrier, Christine Bouillot, Yves de Kerdrel. Et vous, vous continuez aussi de nous appeler 0826 300 300. On vous donne la parole.